plat. Le sang des autres alimente nos ordinateurs dernier cri. Et c'est dans la terre des autres que se trouvent pétrole et uranium, sans lesquels on n'est rien, parce qu'on s'est créé des besoins dont l'assouvissement est impossible sans les ressources des autres. À propos de la question dont il semble qu'elle est au centre des préoccupations, une brève incursion dans le fond des choses indiquerait que non. L'immigration non désirée pour les natifs n'est aucunement un sujet nouveau. Voyez les Amérindiens, les autochtones du continent dit américain, appellation qu'ils récusent, leur descendance pourrait longuement nous entretenir du sujet. Il existe d'ailleurs aux États-Unis d'Amérique une célébration automnale appelée Thanksgiving, qui commémore l'arrivée en ce lieu de la toute première vague d'immigrés non choisis en provenance d'Europe de l'Ouest. Ces gens, que nul n'avait conviés, et qu'une sorte de dictature poussait loin de chez eux, crevaient de faim quand le Mayflower, c'était le nom de leur embarcation, s'échouant en un lieu dont l'histoire ne jugea pas bon de conserver le nom originel. Ils furent soignés, nourris par les peuples locaux qui leur apprirent, entre autres, la culture du maïs. La suite, on la connaît. La suite, on l'a vue dans les westerns. La suite est enterrée à Wounded Knee. La suite habite dans des réserves. Ce qui ne nous émeut guère. Ce mot, réserve, pour dire l'endroit où vivent des humains. La suite de l'aventure du Mayflower se chante la main sur le cœur, tandis que la bannière étoilée flotte au vent. Land of the free, home of the brave. Le chant ne dit pas à qui est la terre, qui sont ces êtres libres, qui sont ces braves en l'honneur desquels il est entonné, la main sur le cœur, les yeux levés vers un ciel dont les étoiles ne brillent pas sur les réserves d'Amérindiens. Sur la terre de leurs ancêtres, ils sont les plus pauvres, les derniers délaissés pour compte, ils ne sont plus qu'un mythe, les personnages secondaires des aventures de Lucky Luke, les figures d'un jeu d'enfant. On se déguise en chef indien, on fume le calumet de la paix, on danse pour faire tomber la pluie. Telle est la seule et unique justice qu'on pense devoir leur rendre. Enfin, l'immigration non désirée pour les natifs d'Amérique du Nord a consisté en une sévère invasion de visages pâles, laquelle ne fut jamais contenue, au point qu'il ne viendrait à l'idée de personne que les États-Unis d'Amérique élisent un jour prochain leur premier président amérindien. Je vous vois sourire, hocher la tête. Les Européens, les Français surtout, aiment bien s'imaginer meilleurs que les États-Unis. Plus raffinés, plus cultivés, plus laïques, plus égalitaires et bien sûr, moins racistes. C'est oublier un peu vite la souche d'où avaient poussé les passagers du Mayflower. Or, la souche dont on vous rebat les oreilles en France, la souche que l'on révère tellement en France, puisque c'est dans son nom que le statut d'immigré s'y transmet interminablement de génération en génération. Eh bien, la souche doit avoir son importance, forcément. Les Français sont cartésiens, les Français sont rationnels. Ils ne distingueraient pas les tenants de la souche des autres si tout ça ne voulait rien dire. Le sang, la lignée, la race, c'est comme ça qu'on parlait dans le temps. On disait la race pour désigner la souche. Dire français de souche, c'est affirmer qu'il existe une race française. Dire français de souche, c'est affirmer la pureté du sang français. Puisque cet élément a son importance au pays de la raison, il est opportun de rappeler que l'engeance coupable d'invasion en terre amérindienne était et reste d'ascendance européenne. Les envahisseurs étaient de souche européenne et certains d'entre eux étaient français. Les États-Unis d'Amérique sont, en ce qui concerne leur fondation, leur fondement culturel, mais aussi en matière de prédation et de violence, une émanation de l'Europe. Ils en sont une des plus terribles manifestations, dans la mesure où la création de ce pays s'est effectuée par l'occupation, la spoliation des
droits principaux. Il ne sait pas agir pour ces chrétiens fervents d'aimer leur prochain. Il ne sait pas agir de voir en tout être humain la figure du divin. N'entrons pas dans les détails de la déportation transatlantique. Laissons de côté l'esclavage que la France d'alors sut pratiquer avec talent dans ses colonies de la Caraïbe, d'Amérique du Sud et de l'océan Indien. Acceptons de remettre à plus tard l'étude des mécanismes mentaux de l'Europe, la confusion pathologique entre rencontre et assujettissement, entre contact et viol, entre échange et pillage. Faisons l'impasse sur l'invention de la race, l'obsession de la race, la hiérarchisation des races et la ségrégation raciale. Oui, laissons cela. Mais précisons tout de même que l'Europe a maintes fois tenté de rééditer son épopée américaine. C'est-à-dire que l'Europe a fréquemment mobilisé ses forces dans le but de dépouiller des peuples. L'Europe n'a jamais foulé une terre sans songer à se l'approprier d'une manière ou d'une autre. Voilà ce que l'on trouve dans Romanus Pontifex. Voilà ce que l'on trouve dès lors qu'on fait trompette dans le fond des choses. Et la France n'a pas démérité. Sous certaines latitudes, au sud du Sahara par exemple, l'immigration non désirée en provenance d'Europe de l'Ouest s'est appelée colonisation. Souvent, quand on nous parle des étrangers non communautaires, l'allusion vise des personnes venues d'Afrique. Or, de quoi Afrique est-il le nom? Là aussi, le fond des choses a des réponses que nous devrions méditer. Parce que l'Afrique, telle qu'on la connaît de nos jours, eh bien, l'Afrique, ce n'est pas ce qu'on croit. On voudrait penser que l'Afrique est un espace non européen. Mais oui, les cartes sont claires, précises. D'ailleurs, même s'il n'y avait pas de carte, il y aurait là comme une évidence. L'Afrique, c'est loin d'ici. C'est un continent. Les gens de là-bas sont différents. Ils sont humains, on peut bien l'admettre après avoir durablement tergiversé, mais enfin ils sont différents irrémédiablement, si ce n'est fondamentalement. Ce qui doit suffire à convaincre et permettre ainsi de clore le débat. Pourtant, quelques détails échappent à l'analyse. En effet, lorsque nous disons Afrique, l'espace que nous évoquons est la plupart du temps celui qui se déploie sous le Sahara. Et les Africains, tels que nous les envisageons, sont les habitants de ce vaste territoire. Pour les autres, nous parlons du Maghreb. L'affaire se complique un peu dans la mesure où le Maghreb se trouve bien sur le continent africain. Il n'empêche, le bon sens, le sens commun, considère que l'Afrique est exclusivement sous le Sahara. Ne bousculons pas les choses, allons au fond sans trop déranger nos habitudes. Une première question doit alors se poser, celle de savoir d'où vient ce nom, cette appellation. À vrai dire, on entre de plein pied dans une immense nébuleuse. On ne sait pas bien. Des indices, disons, assez concordants pencheraient pour une origine berbère, puis romaine, ou inversement. Une seule certitude s'impose. Le mot n'a rien à voir avec les langues parlées au sud du Sahara. Il leur est totalement étranger. Les peuples établis depuis des millénaires dans la région du monde appelée Afrique n'ont découvert ce terme qu'en faisant connaissance avec les Européens. Or, si l'on voulait rester honnête, on reconnaîtrait sans mal que nul, au grand jamais, ne prendrait la responsabilité de nommer une terre appartenant à d'autres. La politesse, la plus élémentaire, inciterait plutôt à demander aux gens comment ils s'appellent et comment ils désignent leur territoire. L'Europe de l'Ouest, il faut bien le dire, a singulièrement manqué de courtoisie en la matière, définissant en actes comme en parole la place qu'elle voulait occuper et celle qu'elle entendait assigner aux autres. L'Europe occidentale a pris sur elle à la fois comme un droit et comme un devoir, non seulement de baptiser les contrées les plus lointaines, mais de s'y déverser amplement sans consulter quiconque. Aujourd'hui, le monde vient en elle. Le monde vient chercher refuge en elle. Et là, elle ne veut plus jouer. L'Europe trouve que ce n'est plus si drôle, la relation avec les autres.
le corps à corps, le contact. Ce n'est plus si drôle dès lors que les dominés, les damnés de toute éternité, décident à leur tour de prendre la mer, de traverser à pied le désert pour ne pas mourir avant d'avoir vécu, pour mourir en essayant de vivre. L'Europe pousse alors de hauts cris, s'épouvante et se plaint de l'immigration non choisie, du trop-plein d'étrangers visibles, de ne plus reconnaître son visage, d'avoir peur quand elle prend le RER à la station Châtelet-Les Halles, précisément à 18 h. L'Europe, dont les multinationales font la pluie et le beau temps au sud du Sahara, exige que les étrangers non communautaires se souviennent que la colonisation est terminée, qu'ils sont libres chez eux. Ils sont donc priés d'y demeurer. Disons clairement les choses. Après s'être goinfrée à la table du monde, l'Europe